Aujourd'hui, même si tout le monde parle de crise du jeu vidéo, il y a un vrai paradoxe. En effet, l'industrie du jeu vidéo est une des industries culturelles les plus en vue, avec un chiffre d'affaires porté à 183 milliards de dollars en 2023, bien plus conséquent que les 33 milliards de dollars de l'industrie cinématographique ou encore des 28 milliards de dollars de l'industrie musicale, même si la vidéo à la demande atteint la stratosphère avec 288 milliards de dollars. De même, on estime à 14 000 le nombre de jeux vidéo sortis en 2023 sur la seule plateforme PC Steam, avec un Hogwarts Legacy qui a atteint les 24 millions de copies écoulées. Microsoft a conclu en octobre 2023 son rachat d'Activision Blizzard pour 75 milliards de dollars, tandis que les trois plus grandes entreprises du secteur, à savoir Sony, Tencent et Microsoft Gaming, comptabilisaient chacune plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pourtant, la crise est bien là. Avec plus de 300 000 employés dans le monde, le secteur a subi une grande vague de licenciements depuis 2023, avec 10 000 jobs perdus en 2023 et 11 500 entre janvier et juillet 2024, avec des fermetures de studios à l'appel, de Piranha Bytes à Tango Gameworks, en passant par Volition. Les titres AAA coûtent de plus en plus cher, comme le FPS de Sony Concorde avec ses 200 millions de dollars, et prennent de plus en plus de temps, voire de retard, comme les 7 années de développement de Skull and Bones d'Ubisoft, avec des résultats pas toujours à la hauteur du temps et de l'argent investi. L'image de marque de certains éditeurs s'écorne comme Electronic Arts et Ubisoft, tandis que de nouvelles sorties sont blindées de bugs. Alors, entre la concurrence, les coûts, les délais, les reports, les bugs, les bides et la mauvaise réputation, est-ce que ce ne serait pas le signe d'une vraie crise dans le jeu vidéo, magnifiée par ces licenciements à l'appel dans un secteur qui s'est légèrement contracté? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode d'En Bref, l'émission qui résume le jeu vidéo. Comme je le rappelle dans mon cycle sur le temps, on n'a jamais eu autant de jeux vidéo, mais on n'a également jamais eu aussi peu le temps d'y jouer. La faute à un marché hyper concentré sur une poignée de genres, de licences et de séries. D'abord, les titres les plus joués sont des titres multijoueurs selon le modèle du Game as a Service, ce qui monopolise un certain nombre de joueurs. Sur PC, dans le top 10 des jeux les plus joués en 2023, on en trouve ainsi 7 avec le Battle Royale Fortnite, le MMO Roblox, les FPS multijoueurs Counter-Strike et Call of Duty, le Hero Shooter Valorant, le MOBA League of Legends et la compétition mêlant foot et voiture Rocket League, sans même compter Minecraft qui peut aussi se jouer en solo. Ces niches rapportent beaucoup, mais avec de tels mastodontes, impossible de privilégier de nouveaux titres. La mode du Battle Royale, du MOBA et du Hero Shooter, comme jadis le MMO, multiplie les projets ratés faute de popularité, jusqu'au tout dernier Hero Shooter avorté Concorde. Par ailleurs, en plus des titres multijoueurs, le marché se concentre principalement sur des séries vidéoludiques déjà connues, portées par leur longévité, comme le 4e opus de la série Diablo, vendu à 12 millions de copies en un mois, ou par des licences, comme Harry Potter, donnant Hogwarts Legacy avec ses 24 millions de copies en un an. Jouer la sécurité pour les développeurs et éditeurs, c'est alors partir sur un public déjà conquis par une série ou une franchise à succès. Enfin, les titres les plus populaires dont nous venons de parler s'échelonnent sur des dizaines d'heures de jeu, que ce soit des open world avec une moyenne pour les AAA de 20 ou 30 heures d'aventure principale, suivies de moult quêtes secondaires, mais aussi des genres qui consomment du temps, comme les FPS multijoueurs, les ARPG, ou les jeux de baston et tous les jeux du format Game as a Service. Pour synthétiser ces 3 points, dans le top 10 des jeux 2023 vendus aux États-Unis, on trouve ainsi 4 open world, 1 ARPG, 2 FPS multijoueurs et 1 jeu de baston avec des séries comme Zelda et Mortal Kombat et des licences comme Spider-Man et Harry Potter. On cumule donc des titres multijoueurs, des séries connues, des franchises connues et des genres gouffratants. Quelle place alors pour le reste des productions vidéoludiques, quand on sait qu'un joueur états-unien joue en moyenne 17 heures par mois en 2023. Face à ces monopoles du temps, comment les développeurs et éditeurs peuvent-ils réagir? Car ce qui ressort d'abord dans les titres AAA, c'est un coût toujours plus exorbitant, dû au coût exponentiel des technologies les plus avancées en matière de jeux vidéo, à des équipes plus larges, mais aussi à des stratégies de développement plus agressives,
incluant le budget marketing pour préparer le terrain de la sortie. Cyberpunk 2077 a ainsi coûté près de 500 millions de dollars à développer pour une sortie qui est restée précipitée et blindée de bugs, nécessitant des années de patchs correctifs, même si le jeu en valait la chandelle avec 25 millions de copies écoulées entre 2020 et 2023. Mais ces coûts imposent d'être rentables et de vendre à la hauteur de ce qui a été investi. Or, si Cyberpunk 2077 bénéficiait de l'aura du développeur CD Projekt, connu pour The Witcher, il ne suffit pas d'engranger les coûts pour aboutir à un résultat. Concorde a ainsi coûté 200 millions de dollars pour être retiré du marché en quelques semaines seulement, faute de popularité. Face à ces coûts toujours plus élevés, les développeurs et éditeurs privilégient donc la sécurité. Outre les nombreux remakes, fruits des gloires passées qu'on peut ressortir avec un petit lifting graphique ou de gameplay et qui se multiplient, on retrouve régulièrement les mêmes séries et franchises, parfois même annualisées. Et même si la critique de la presse ou des joueurs s'acharne parfois sur cette annualisation et l'absence d'innovation, comme celle des séries Call of Duty ou Far Cry, reste qu'ils se vendent comme des petits pains. Le dernier Far Cry 6, boudé par la critique, s'est ainsi vendu à 10 millions de copies en un an. Le danger de tout ceci réside dans la réputation des développeurs et éditeurs. Aujourd'hui, l'open world façon Ubisoft, malgré ses innombrables succès, d'Horizon à Avatar, est moqué régulièrement sur la toile, et cela peut avoir un impact graduel sur les futures sorties si l'éditeur ne corrige pas le tir. Et ce n'est pas le seul éditeur, il suffit de penser à la réputation d'Electronic Arts. Mais que se passe-t-il alors quand des développeurs et éditeurs souhaitent innover ? Eh bien, cela ne marche pas toujours. Pour les plus grands studios, proposer une nouvelle IP peut rapporter gros, tout comme être un échec à fort budget, et cela peut être dû à plusieurs facteurs, dont d'une part le fait de n'innover que dans la partie plastique, à savoir l'univers et le scénario, d'autre part le fait de tâcher de percer dans des genres saturés, déjà monopolisés par les titres populaires, et enfin le fait d'avoir trop investi à l'issue de la pandémie de Covid-19. D'abord, reprendre un gameplay existant pour un nouvel univers est loin de suffire. Forspoken a beau avoir un système de déplacement et de combat dynamique sur le moteur des Final Fantasy dans un nouveau monde façon Isekai, il est loin d'avoir pris et a été un échec financier pour Square Enix. De même, Starfield a beau investir la conquête spatiale, il subit la comparaison avec les autres jeux Bethesda, Fallout et The Elder Scrolls, et ses défauts sont d'autant plus criants qu'il ne s'appuie pas sur une série existante. Ensuite, c'est l'investissement dans des genres saturés qui voit le cimetière d'un nombre incomparable de titres. Si dans les années 2000, le succès de World of Warcraft a entraîné un grand nombre de studios à s'essayer au MMO pour beaucoup de ratages, on trouve dans les années 2010 le MOBA à la League of Legends, le looter shooter à la Destiny, le Battle Royale à la Fortnite ou encore le Hero Shooter à la Overwatch, en bref, le Game as a Service. Face à la domination sans partage de Valorant et d'Overwatch, Concorde n'avait par exemple aucune chance en étant sur le même créneau avec la même boucle de gameplay. Même avec la réputation de BioWare, Anthem n'a pas pu rivaliser avec Destiny, tout comme Babylon's Fall de Platinum Games. Pire que cela, contrairement aux jeux solo, ces genres multijoueurs nécessitent au moins un léger succès pour continuer de fonctionner. Et le fait que les grands développeurs et éditeurs continuent d'essaimer ces niches, en plus de la vague des open world solo, tous copiés les uns sur les autres avec leurs tours à débloquer et leurs quêtes additionnelles à foison, est un vrai frein à la créativité et in fine au succès. Enfin, il y a eu un pic de croissance et de développement au moment de la pandémie de Covid-19. La consommation a en effet considérablement augmenté durant cette période, participant à un essor majeur du secteur. Pourtant, 4 ans après, le marché s'est légèrement contracté et cette fièvre vidéoludique est légèrement redescendue. Face à toutes ces niches de jeux dont nous avons parlé et à ces objectifs financiers parfois délirants couplés à des temps et coûts de développement importants, la sanction est brutale, via des emplois détruits et des studios fermés. Tango Gameworks, malgré son succès critique avec Hi-Fi Rush, Volition, malgré sa série concurrente de GTA Saints Row, plombée par ses dernières sorties, en sont 2 exemples. À l'issue de cet épisode, on se rend compte que le jeu vidéo est bien dans une crise, mais circonscrite à la consommation et l'industrie AAA. Les habitudes de consommation ont changé. Le marché est structuré par une poignée de titres dans une poignée de genres gouffratants, généralement des softs multijoueurs ou des open world bourrés de quêtes secondaires. Pourtant,
Face aux coûts de développement toujours plus élevés, les exigences de rentabilité sont à la hausse, rendant le développement de jeux vidéo de plus en plus risqué, poussant à privilégier la sécurité via des séries ou des franchises connues, assorties de remakes de gloire passée, ce qui a paradoxalement un effet sur la réputation à moyen et long terme, malgré une stratégie payante à court terme. Par ailleurs, les investissements post-Covid et les tentatives de lancer de nouvelles franchises ne sont pas forcément couronnés de succès. Face à tous ces éléments, les licenciements et la fermeture de studios témoignent d'un vrai malaise de la scène AAA et de l'édition. Mais cette crise du jeu vidéo n'est pourtant pas une crise du média dans son ensemble. En décentrant le regard, on remarque qu'on compte toujours des surprises, des success stories et de nouveaux genres, particulièrement en dessous du seuil des AAA. En 2024, Palworld mélange Pokémon et la survie, malgré une technique à la ramasse, captant plus de 25 millions de joueurs. Et Helldivers 2, qui n'a pas les moyens de ses concurrents, a pourtant récolté 12 millions de copies pour un shooter multijoueur, sans compter les nouveaux genres créés par des softs, comme Vampire Survivors, Stardew Valley ou encore Factorio. Cela illustre peut-être que le jeu vidéo, loin d'être mort, est en passe d'entrer dans un nouveau cycle, porté par des titres plus petits et plus innovants, à côté de franchises et de séries s'installant dans le temps.